Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aujourd'hui vous faire part de mes récentes lectures et découvertes sur la question du rythme. Alors évidemment, un chanteur qui parle du rythme, ça peut faire sourire chez les autres musiciens, puisque malheureusement, nous avons, nous autres chanteuses et chanteurs, la réputation d'être très mauvais en rythme. Euh, D'abord, c'est pas vrai, hein, puisque moi je travaille depuis des années avec des chanteuses et chanteurs qui s'avèrent être d'excellents rythmiciennes et rythmiciens, et puis aussi avec des instrumentistes qui sont pas du tout bons en rythme, donc évidemment cette équation ne fonctionne pas. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est de constater que euh, il n'y avait pas de hasard dans notre relation avec le rythme et que tout était une affaire de vibration. Euh, Vous connaissez la théorie de la physique quantique, hein, qui dit que tout est vibration et énergie. Eh bien, c'est évidemment le cas pour lorsqu'il s'agit du rythme. Alors, les rythmes de notre corps, il y en a deux qu'on connaît très bien, évidemment. C'est le rythme cardiaque, bien sûr, qui se met en route dès les premières semaines de la conception, hein, chez l'embryon. Et puis, le rythme de la respiration, le rythme du diaphragme, qui ne s'arrête qu'à notre dernier souffle, hein. Quant au cœur, il s'arrête à notre dernier battement de cœur. Mais il y a aussi, et c'est extraordinairement important, en particulier dans les rapports entre le corps et la musique, il y a les rythmes cérébraux. Notre cerveau peut changer de gamme d'ondes selon les activités que nous pratiquons. Ces gammes d'ondes, elles se mesurent en hertz. Alors par exemple, l'une des plus connues, c'est l'onde alpha, qui est une onde que l'on produit quand on est dans un état de veille diffuse, de rêve éveillé, etc. C'est une onde de relaxation. Bon. Mais il y a les ondes mu, par exemple, mu comme la lettre grecque mu. Eh bien, ces ondes qui sont dans la même gamme d'ondes à peu près que les ondes alpha, elles sont beaucoup plus intenses. On mesure ça en microvolts. Et ces ondes-là, elles sont responsables, elles s'activent lorsque notre système sensorimoteur se met en route. Par exemple, lorsque nous voyons quelqu'un jouer de la musique ou frapper en rythme sur quelque chose. Voilà, nos ondes cérébrales, notre activité neurale est toujours rythmée. Et évidemment, dans notre appréhension du rythme, c'est quelque chose dont nous devons tenir compte. Alors, pour les enseignantes et enseignants, c'est alterner les moments où le cerveau des personnes avec qui nous travaillons va être plutôt dans un rythme alpha, c'est-à-dire où on va laisser les sensations s'installer, et puis être dans des moments plus de démonstration, où ça va être les ondes mu qui vont être en route, et où le cortex moteur va être en route, etc., etc. Je détaille tout ça dans un article dont je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Mais l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est évidemment de l'activité cérébrale lorsque nous écoutons ou lorsque nous faisons de la musique. C'est à peu près les mêmes zones du cerveau qui s'activent. On a vu ça dans les différentes expériences que nous proposent depuis quelques années les nouvelles techniques d'imagerie, hein, qui sont absolument géniales, qui nous permettent de voir en direct quelles sont les zones du cerveau qui s'activent lorsque nous avons une activité. Et pour ce qui est de la musique, eh bien, lorsque nous en écoutons, il y a plein de zones qui se mettent en route. Il y a évidemment le cortex auditif qui est dans le lobe temporal, ça c'est une évidence. Il y a également l'hippocampe qui est le lieu de la mémoire. Et puis il y a, c'est moins connu, mais maintenant c'est très très documenté, le cortex moteur qui lui se situe dans le lobe frontal. Et c'est évidemment très très important. Ça nous indique ce que, ça nous précise, ça nous vérifie ce que les enseignantes et enseignants ont compris depuis très longtemps, sauf peut-être dans certains conservatoires où les profs de FM restent sur des pratiques ancestrales, mais il y en a de moins en moins, heureusement. Ce que ça nous dit, c'est que, évidemment, on ne peut pas travailler le rythme sans utiliser aussi le cortex moteur. Ça va de soi. Il faut bouger pour travailler le rythme. On ne peut pas le faire assis à sa table en faisant croche, croche, noir, croche, croche, noir. C'est pas possible. C'est pas possible, évidemment.
Mais ça, bon, c'est un peu de l'enfonçage de porte ouverte, mais c'est intéressant de voir que les neurosciences nous le vérifient. Et puis l'autre chose, l'autre expérience dont je voulais vous parler, et elle m'a véritablement sauté aux yeux, ou plutôt aux oreilles, ou plutôt partout, euh, c'est une expérience réalisée par le département de neurolinguistique de l'Université de Lyon, qui a demandé à des musiciens sur lesquels on avait implanté des capteurs d'écouter une musique et de taper le rythme. Et on a vu quelque chose de très intéressant, c'est que même des musiciens et des musiciennes chevronnés éprouvaient des difficultés à taper ce rythme. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, que ce rythme, ils ne pouvaient pas le taper, non pas parce qu'ils ne l'entendaient pas, parce qu'il n'y a que 2 ou 3% de la population qui soit atteint de surdité rythmique, donc c'était évidemment pas le cas, c'est une difficulté de synchronisation entre les ondes cérébrales et le rythme. C'est extraordinaire comme découverte. Ça veut dire que, par exemple, si on fait entendre à quelqu'un une suite rythmique régulière pendant plusieurs secondes, eh bien, lorsqu'il va se mettre à parler ou à chanter, son cerveau qui est synchronisé sur ce rythme continue de l'être. Ce qui veut dire des choses concrètes pour nous autres enseignants. Ça veut dire que, évidemment, faire parler en rythme lorsqu'on apprend une chanson, ça va synchroniser les ondes du cerveau et ça va faire gagner en efficacité. On savait déjà qu'il fallait le faire. Maintenant, on sait pourquoi. Euh, Faire bouger comme on fait dans la méthode OUPASS ou comme on fait dans la méthode Dalcroze en même temps qu'on travaille le rythme, ça fait travailler le cortex moteur. On savait déjà le faire. Maintenant, on sait pourquoi le faire et on va pouvoir, j'en suis sûr, grâce à ces récentes découvertes, le faire encore mieux. Une dernière chose à propos du cerveau. Lorsqu'on écoute de la musique, il y a une zone très importante qui est activée, c'est l'amygdale. Et l'amygdale, c'est la zone du plaisir et de la récompense. Donc, essayons de travailler dans le plaisir lorsque nous travaillons la musique. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette petite suite de réflexions sur le rythme et le cerveau vous aura intéressé. Et il y a plus de détails dans l'article dont je mets le lien en dessous de cette vidéo. À très bientôt.